soir, à Tunis, Georges Habash se repose dans une villa de la banlieue de la capitale. Mais à Paris, le pouvoir politique se remet, lui, difficilement de la crise aiguë provoquée la semaine dernière par la présence en France du chef du FPLP. Une crise illustrée aujourd'hui par une nouvelle démission de Georgina Dufoy. L'ex-conseiller du président de la République abandonne cette fois son poste de présidente de la Croix-Rouge. Elle assume ainsi totalement les conséquences de cette affaire et affirme avoir commis une faute en ne prévenant à aucun moment l'Élysée. Hervé Dino. Ils m'ont demandé de partir. Non, je ne pars pas aujourd'hui. Je suis heureuse que le comité ait réaffirmé unanimement les principes de neutralité et d'impartialité. Mais je suis tout à fait à l'écoute de leurs demandes et je quitterai la Croix-Rouge vendredi. La Croix-Rouge n'a donc plus ce soir à sa tête qu'une présidente en partance. Georgina Dufoy, invitée à quitter son poste par les membres du comité de direction, a donc cédé à la pression des administrateurs et des bénévoles qui considéraient que l'affaire Habash avait terni l'image de la Croix-Rouge. Mais son discours se situe à deux niveaux. Au niveau politique, tout d'abord, elle reconnaît avoir commis une erreur en ne prévenant pas l'Élysée de la présence du leader palestinien. J'aurais dû, ça c'est vrai, j'aurais dû en faire part à François Mitterrand. Je ne l'ai pas fait. En revanche, vis-à-vis de la Croix-Rouge, Georgina Dufoy estime n'avoir commis aucune faute. Elle considère qu'elle a appréhendé l'affaire Habash sous l'angle humanitaire. En tant que présidente de l'organisation, elle ne pouvait agir autrement. Mais à la Croix-Rouge, on n'est pas mécontent que Georgina Dufoy ait accepté de se laisser pousser vers la porte de sortie, car au sein de l'organisation, on ne prise guère le battage médiatique et on cultive volontiers la discrétion, voire le secret. Donc, à entendre, Georgina Dufoy, le président de la République, n'était pas au courant, le ministre des Affaires étrangères non plus. Roland Dumas l'a affirmé tout à l'heure sur l'honneur devant la commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Le ministre des Affaires étrangères a aussi et surtout laissé entendre qu'il ne démissionnerait pas. Ces explications étaient en tout cas très attendues par les députés de l'opposition, bien sûr, mais aussi par les socialistes. Michel Lemerle, Loïc Lemoigne. Roland Dumas n'est apparu aujourd'hui ni devant les journalistes, ni devant les membres de la commission des Affaires étrangères, comme un homme sur le point de démissionner. Bien au contraire, après avoir longuement expliqué comment les événements s'étaient déroulés au sein de son ministère, il contre-attaquait en répondant à ceux qui, comme Bernard Ponce, réclamaient sa démission. Quant à M. Ponce, l'auteur du massacre d'Ouvéa, qui a fait 27 morts inutiles, si ce n'est dans des perspectives de politique intérieure, a-t-il démissionné, lui, à l'époque? Et son Premier ministre a-t-il démissionné à l'époque? Évidemment non. Contre-attaque assez inattendue dans la mesure où les députés de l'opposition s'étaient montrés plutôt mesurés à son égard au sein de la commission des Affaires étrangères. Le rôle de l'opposition dans une affaire comme celle-ci, c'est de poser des questions, c'est d'amener le gouvernement à s'expliquer, c'est ce que nous avons fait, et notamment lors de cette séance de la commission des Affaires étrangères, mais ce n'est pas à nous en tirer les conclusions et dire l'affaire est close. C'est au gouvernement et au président de la République. Moyennement convaincu tout de même Roland Dumas quand il affirme, reprenant la formule, que pour lui, l'affaire était close. Donc, Roland Dumas reste à son poste. Le ministre de l'Intérieur également. Son aller-retour entre la place Beauvau et Matignon a pu donner l'impression qu'il allait se passer quelque chose aujourd'hui. Il ne s'est rien passé. Silencieux depuis plusieurs jours, Philippe Marchand a même tenu à affirmer aujourd'hui que tout était réglé. Il n'était pas le seul. Le gouvernement, dans sa totalité, a voulu convaincre et peut-être même se convaincre que la journée n'avait rien d'exceptionnel. Charles Sanviti. L'État. En l'État, rien ne changeait. Comme à l'habitude, agenda, emploi du temps respecté, le gouvernement gouverne, en apparence, insensible à la rumeur. Continuité et permanence, ponctuelle. Comme prévu, le Premier ministre arrive, table ronde sur l'apprentissage, pris il y a 5 mois, le rendez-vous est respecté. À l'Élysée, idem, sur le perron, André Gadot, chef du protocole, poignée de main, Frédéric Declercq, Abou Diouf, Houphouët-Boigny, tous à la table du président. Il est 13 h, les convives sourient, détendus, au menu, la recherche de la paix. À la même heure, rive gauche, Philippe Marchand arrive, hôtel Matignon, entretien avec le Premier ministre. Aucune déclaration suffisant pour relancer le suspense. Un suspense d'ailleurs entretenu par l'intéressé cet après-midi à la préfecture de l'Isère. C'est dans cette journée où pour certains, et c'est la seule allusion que je ferai, le vent souffle assez fort, pour moi un grand moment d'oxygène, et l'oxygène, vous le savez,
Pour nous, les montagnards, c'est indispensable. Faire semblant ou faux semblant, ce soir, en tout cas, le suspense se prolonge. La nervosité perceptible tout de même malgré les sourires est due en partie aux multiples déclarations de l'opposition mais aussi de la majorité. Déclarations qui coïncident sur un point. Il faut changer. Changer l'Assemblée, dit Valéry Giscard d'Estaing, qui demande des élections législatives anticipées. Changer le gouvernement, dit Claude Bartolone, un proche de Laurent Fabius. Changer les ministres responsables, dit Michel Rocard en personne, et cette dernière déclaration a provoqué un certain émoi au Parti socialiste. Si par la voie officielle, le PS suit le gouvernement et affirme que l'affaire est close, il n'en est rien officieusement. Les propos de l'ancien Premier ministre ont en effet provoqué de sérieux remous qui sont loin d'être apaisés. Jean-Baptiste Prédaly. Michel Rocard n'est pas resté longtemps aligné sur la position officielle du Parti socialiste dans l'affaire Habache. Hier, il est passé à la critique sévère. Pour lui, l'affaire aura des prolongements. L'État marche si les fonctionnaires reçoivent des ordres clairs et si le politique prend ses risques et les paye. Il me semble que nous ne sommes pas au bout de cette affaire. Je ne peux pas me déclarer satisfait. Il y a une responsabilité politique éminente derrière cette faute. Mise en cause directe des ministres concernés, accros dans la solidarité, conséquence, embarras et remous au PS aujourd'hui. S'il faut aller plus loin, c'est au chef de l'État et au Premier ministre d'apprécier. En tout cas, ne comptez pas sur le Parti socialiste pour entretenir ce climat qui aujourd'hui me paraît quand même disproportionné par rapport à la réalité de cette affaire. Renfort inattendu pour le gouvernement face aux critiques rocardiennes, Jean-Pierre Chevènement. Il reste en retrait et persifle. Je pense qu'il a même dû arriver à Matignon que des décisions soient prises sans que Michel Rocard soit au courant. Donc cette hypothèse est celle que je retiens, puisque c'est l'hypothèse qui a été, je dirais, avancée, enfin c'est la version officielle. Le coup d'éclat en solo de Michel Rocard compromet la contre-attaque en ordre groupé du PS sur les suites de l'affaire Habache. Certains proches de Laurent Fabius continuent d'ailleurs à parler de remaniement ministériel, et s'il n'y a pas encore dysfonctionnement chez les socialistes, il y a au moins des dissonances. Alors, Arlette Chabot, François Mitterrand réussira-t-il à résister à cette terrible pression? Écoutez, quelles sont les possibilités du président? Obtenir la démission du ministre de l'Intérieur, Philippe Marchand, qui a accumulé un certain nombre d'erreurs ces dernières semaines, peut-être, mais ce départ impliquerait aussi celui de Roland Dumas. Il n'est pas certain que le chef de l'État ait envie de se séparer de son ami Roland Dumas dans l'immédiat. De plus, ces démissions, quelques jours après la bavure, ressembleraient un peu au sacrifice de Charles Hernu après quelques semaines de feuilleton dans l'affaire Greenpeace. Enfin, ces deux départs ne créeraient peut-être pas le choc psychologique attendu. Donc, il faudrait aller plus loin. Et deuxième possibilité, donc remanier largement le gouvernement, ce que souhaite Édith Cresson. Elle l'a demandé à plusieurs reprises à François Mitterrand. Mais là, autre difficulté, les poids lourds dont souhaite se débarrasser Madame Cresson sont par ailleurs souvent tête de liste aux élections régionales et évidemment ça ne faciliterait pas leur performance s'ils venaient d'être virés, comme dirait Michel Rocard, du gouvernement. Donc il faudrait encore aller plus loin éventuellement et tout changer, c'est-à-dire aussi le Premier ministre Édith Cresson. Mais alors là ce serait très difficile pour celui qui arriverait à Matignon et la nouvelle équipe qui devrait évidemment encaisser tout de suite l'échec des régionales dans quelques semaines. Alors le président hésite, il a beaucoup consulté ce week-end par téléphone et à l'Élysée. Le sentiment ce soir qui domine, c'est qu'il ne changera rien dans l'immédiat. Il laissera donc dire l'opposition, les socialistes et aussi Michel Rocard. La version officielle reste la version officielle. Les coupables ont été sanctionnés en espérant que cette attitude sera tenable. Merci Arlette. Et c'est dans ce contexte tendu que s'est ouvert aujourd'hui le procès de Fouad Ali Saleh, accusé d'avoir commis en France avec ses complices en 86 une série d'attentats sanglants. Mais le terroriste a surpris tout le monde en récusant son avocat Maître Vergès. Que lui reproche-t-il? D'avoir un pied sur le Coran, je le cite, et un pied sur la Torah. C'est un scoop. Peu après, les trois avocats commis d'office ont demandé le renvoi du procès. Ils veulent en effet avoir le temps d'étudier le très volumineux dossier Fouad Ali Saleh. Le procès aura donc lieu en avril. Les attentats pour lesquels ces 4 hommes sont jugés ont fait, je vous le rappelle, 13 morts et 270 blessés. Compte rendu d'audience, Clément Veil-Rénal, Victor Harish. Fouad Ali Saleh, que l'on voit ici arriver sous haute protection au palais de justice, ne veut pas rendre de compte à la justice française. Il récuse son avocat, Maître Vergès, et refuse tout dialogue avec le président. Je suis le combattant musulman Fouad Ali Saleh, profession théologien terroriste, domicile Paris, capitale des croisades. Mon avocat c'est Allah, déclare-t-il à la cour avant de se replonger dans la lecture d'un Coran.
Faute d'avocats, le procès est donc reporté à une date ultérieure. Du côté des parties civiles qui attendent ce procès depuis maintenant 6 ans, c'est l'indignation et la déception. J'étais blessée dans la rue de Rennes et je suis surtout là aujourd'hui, non seulement pour moi, mais pour ma mère qui est décédée ce jour-là. Et vraiment, je veux que la justice soit rendue et que la sentence soit exécutée. Et aujourd'hui, tout est renvoyé, tout est reporté. Le report de ce procès est inacceptable car il y a pression politique sur l'ordre des avocats qui pouvait très bien permettre que ce procès ait lieu dès aujourd'hui. C'est scandaleux de mépriser autant les victimes. Le procès de Fouad Ali Saleh redémarrera début avril avec 3 avocats nommés d'office qui, cette fois, ne pourront être récusés. Il n'y aura pas de deuxième député d'extrême droite. Le candidat du Front National a échoué hier dans sa tentative de conquérir la circonscription de Lambersart dans le Nord. Il a échoué, mais progressé. Il a totalisé 22% des voix. C'est donc le centriste Marc-Philippe Daubresse qui enlève le siège de député. Avec lui, 78% des voix, un score impressionnant, mais qui ne reflète pas pour autant le sursaut républicain souhaité par certains. Reportage sur place de Daniel Sportiello et Christos Camilleris. Ambiance houleuse en mairie de Lambersart lors de l'arrivée de Nicolas Crochet. Le candidat du Front National est ici sur les terres de Daubresse, un centriste qui défend les valeurs de la démocratie chrétienne dans cette circonscription traditionnellement ancrée à droite. Dès l'issue du premier tour, les partis s'étaient mobilisés, PS en tête, pour barrer la route au Front National. Une mobilisation qui permet à Marc Daubresse d'être largement élu avec près de 78% des voix. C'est la droite libérale, sociale et modérée qui est désormais le meilleur rempart face à toutes les idéologies perverses que nous connaissons actuellement. Pourtant, cette mobilisation profite aussi au candidat lepéniste qui gagne 7%, 1700 voix de plus qu'au premier tour, avec des percées enregistrées dans les communes favorables à la gauche dans le passé, mais où le PS s'est effondré. 22% à Saint-André, dont le maire est socialiste, 27% à Marquette, une ville ouvrière, 28% à Comines, une ancienne ville communiste. Notre objectif essentiel était de laminer le candidat du Parti Socialiste. Ça a été fait au premier tour. Là, aujourd'hui, M. Daubresse bénéficie de son image de marque. Il a fait croire à tout le monde qu'il était de droite. Mais moi, je vous dis que la prochaine fois, j'irai le chercher là où il est. Et M. Daubresse sera député pendant 15 mois. Et la prochaine fois, on met les compteurs à zéro. Une volonté d'en découdre que l'opposition parlementaire ne doit pas sous-estimer, même si elle entend se servir de cette partielle comme d'un tremplin pour enlever la région à la gauche. Silvio Berlusconi y croit encore. Le magnat italien se dit prêt à reprendre la 5, mais il a besoin d'argent. Il propose donc une augmentation de capital de 1,5 milliard. Et pour Silvio Berlusconi, cette augmentation de capital sera ouverte aux actionnaires actuels, mais aussi à des partenaires extérieurs. Un plan qui prévoit le maintien de 600 emplois sur les 900 existants pour une chaîne qui garderait sa vocation généraliste. Alain Chabot, Claire Germouti. C'est un Berlusconi souriant et apparemment confiant qui s'est présenté tout à l'heure face à la presse. Oui, confirme-t-il, il a bel et bien déposé un projet de continuation de la 5. Mais l'homme d'affaires italien reste prudent quant au contenu de la chaîne qu'il compte réaliser. Il faut jouer la carte de l'innovation, de la nouveauté, de la différence. Une chaîne sans doute généraliste et une chaîne complémentaire. Prudence également sur le nom des partenaires financiers qui seront associés au projet. On sait seulement qu'ils devraient être majoritairement français. Silvio Berlusconi a quand même précisé qu'il procédera à une augmentation de capital d'1,5 milliard de francs. Enfin, en ce qui concerne le personnel, question primordiale, le candidat à la reprise de la 5 a affirmé qu'il comptait conserver les 2/3 des salariés. Dans le plan que nous avons présenté, les salariés qui ont prévu de tenir sont plus que 600. Du côté des représentants du personnel de la chaîne présents lors de cette conférence de presse, c'est l'attentisme qui l'emporte. On reste toujours inquiet parce que dans le passé, on nous a fait toutes les promesses à la 5. Tous les repreneurs qui sont venus nous ont promis monts et merveilles. On a vu le résultat, donc on jugera sur pièce. Le projet Berlusconi va maintenant être examiné par l'administrateur judiciaire et le tribunal de commerce. De toute façon, c'est le CSA qui tranchera en dernier recours. Réponse dans 6 semaines. Pour l'instant donc, rien n'est joué et la porte reste toujours ouverte à d'autres projets de reprise en cas de liquidation judiciaire. Un blanc et un noir côte à côte pour recevoir le même prix. Information banale a priori, mais le blanc s'appelle De Klerk et le noir Mandela. Le président sud-africain et le leader du Congrès national africain ont reçu aujourd'hui à Paris, au palais de l'UNESCO, le premier prix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix.
C'est la première fois que les deux hommes se montrent ensemble, en public. Ils avaient auparavant déjeuné ensemble à l'Élysée, autour de François Mitterrand et des présidents ivoiriens Félix Houphouët-Boigny et sénégalais Abdou Diouf. Le mystère Tangor, toujours aussi épais, le sort s'acharne-t-il contre cet homme accusé d'être un violeur et dont le procès s'est ouvert aujourd'hui? Luc Tangor clame à nouveau son innocence, mais les faits pèsent lourdement. Il est jugé aujourd'hui pour le viol de 2 jeunes américaines. Déjà condamné à 15 ans de prison pour viol, Luc Tangor a bénéficié d'une grâce présidentielle en 88. De sa prison, il avait sans cesse nié les faits et ce matin encore, sa défense était la même. Audience à huis clos. Albert Ripamonti et Christophe Hérault étaient sur place. Un auditoire trié sur le volet. Seuls les journalistes et les témoins sont autorisés à suivre les débats. Le président Malval a ordonné le huis clos. Victimes d'un viol, les 2 jeunes américaines exigent l'anonymat, traumatisées à l'idée de raconter en public leur calvaire. Ce huis clos, l'accusé Luc Tangor le déplore. La vérité se fait au grand jour, lance-t-il, pas en catimini. Sous le bras, un volumineux dossier. Les éléments, dit-il, propres à faire éclater mon innocence. Cette fois encore, Luc Tangor crie à l'erreur judiciaire. Son père, sa mère sont prêts à le jurer, tout comme les quelques membres de son comité de soutien. Énigmatique Luc Tangor, une sorte de Dr Jekyll et Mr Hyde à la double personnalité, intelligent en tout cas et doué d'un grand pouvoir de conviction. Est-il un innocent persécuté ou un imposteur? Les jurés du Gard ont une semaine pour trancher définitivement la question. Marc Pajot vogue souverain vers la victoire dans la Coupe de l'América. Le Ville de Paris a encore dominé ses concurrents, ses principaux concurrents, les Italiens. Bien sûr, c'est une très belle victoire en soi pour Marc Pajot et son équipage. C'est aussi un gage pour l'avenir. Les Italiens sont en effet favoris dans l'épreuve. Le défi français a donc prouvé qu'il pouvait battre les meilleurs. Didier Chaumont. Ville de Paris devient incontestablement le bateau à battre de ces éliminatoires de la Coupe de l'América. Dans la 7e et dernière régate, le Classe América français a mené une bataille farouche face au bateau italien Il Moro di Venezia. Après un départ très équilibré par un vent de 8 à 10 nœuds, c'est Ville de Paris qui allait prendre l'avantage en passant la première bouée avec 24 secondes d'avance. Les Italiens rattrapaient ensuite une partie de leur retard dans une lutte mémorable de virement de bord. Ville de Paris allait finir par s'imposer avec 25 secondes d'avance sur la ligne d'arrivée. C'est un match reste avec énormément de tension puisqu'il n'a jamais été à moins de 25 secondes derrière. Il a même commencé par être quelques secondes devant. Donc c'est là où il y a le plus de pression possible. Bon, c'est vraiment satisfaisant d'arriver à gagner dans ces conditions-là. Une 5e victoire pour le bateau de Marc Pajot. Les Français se classent ainsi à la 3e place de ces régates derrière les Japonais et les Néo-Zélandais. Le 2e tour de ces éliminatoires se disputera du 13 au 25 février prochain. En attendant, le défi français va poursuivre son entraînement pour tenter d'améliorer ses performances. Soria Bonali sera très émue samedi à Albertville. La jeune patineuse championne d'Europe aura un redoutable privilège. C'est elle qui prononcera le serment olympique. Et lors des Jeux, on attend aussi des éclats de la part de Franck Picard, de Patrice Bianchi ou encore d'Edgar Gros-Piron. 3 champions qui disputent les épreuves de ski alpin masculin. Des épreuves reines qui se disputeront à Val d'Isère, au Ménuire ou à Tignes. Tour d'horizon de ces sites, Rémi Gudicelli, Jacques Thiebaud et Henri Zaninetti. Vous êtes dans la descente des Jeux Olympiques sur la face de Bellewaerde à Val d'Isère. Tracé par le Suisse Bernard Russy, ancien champion olympique de la spécialité, ce parcours extrêmement sélectif révélera le dimanche 9 février le premier grand champion de ces Jeux. 1000 mètres de dénivelé, plusieurs murs que les rat-track eux-mêmes n'ont pu remonter qu'avec des points d'ancrage. L'épreuve reine des Jeux pourrait bien sanctifier le Suisse Franz Heinzer, champion du monde de descente en titre, habitué à laisser régulièrement ses adversaires derrière lui. Sur cette même pente se courront encore le combiné, le géant et le supergéant messieurs. Et si les dieux de la confiance lui redonnent un peu le moral, Franck Picard se mêlera peut-être à la lutte pour le podium au milieu des Tomba, Girardelli, Accola et autres fourousettes. Cruauté du sport, c'est au Ménuire que devra s'expatrier Patrice Bianchi, l'enfant chéri de Val d'Isère, pour disputer au meilleur skieur du monde le titre olympique en slalom.
Les Ménuires, folles de joie à l'idée d'accueillir une si belle épreuve, au point que la piste de slalom était déjà prête en 1988. En connaisseur, Léo Lacroix a fait partie de l'équipe qui a dessiné ce tracé très technique, accentué par 2 pentes à près de 60%, ce qui ne devrait pas déplaire au grand Alberto Tomba ni à Patrice Bianchi, bien décidé à faire rêver toute une région au soir du 22 février. C'est le skieur le plus drôle et le plus doué du circuit. Edgar Gros-Piron a juré de conquérir à Tignes le titre olympique sur les bosses. Avec son compère Olivier Alamand, Gros-Piron survole la spécialité depuis 3 ans. Seule la malchance, tapis parfois derrière une bosse bien sûr, peut entraver le destin d'Edgar. Mais la petite marmotte de Tignes nous a juré qu'elle veillerait sur lui. Albert est revenu. Albert, c'est Michel Boujna, Michel qui revient sur scène, seul comme d'habitude, mais avec elle tout de même. C'est un peu un retour aux sources pour Boujna qui renoue avec son exercice favori, le One Man Show. Le titre, c'est justement Elle et moi, et c'est au théâtre du Gymnase. Dominique Poncet, Laurent Pelletier. Bonsoir. Bonsoir. Vous m'avez manqué. Il approche de la quarantaine et contrairement à d'autres à qui ça colle le bourdon, lui, ça lui donne des ailes. Quelle pêche en scène pour son nouveau spectacle qu'il a intitulé Elle et moi et qui est comme un grand délire sur le couple. Car il est fou de bonheur, Michel Boujna, de l'avoir trouvé elle avec un E majuscule. Tellement belle que Marilyn Monroe à côté, c'est Michel Simon. Je voulais faire un spectacle qui raconte comment c'est quand on a trouvé sa moitié. Quand on aime et quand on est aimé. Mais qu'est-ce qu'elle est sexy, ma Jacqueline. C'est-à-dire le mot sexy, il a été inventé pour Jacqueline. Vous prenez le dictionnaire, vous cherchez sexy, il y a marqué sexy, 2 points, voir Jacqueline. Et ce que j'ai découvert, attendez, la voilà. C'est que, à la fois, c'était un bonheur formidable, et d'un autre côté, il y a un tel repli sur les histoires d'amour que ça tue presque les histoires d'amour. Tu as bien fermé la porte? Hein, tu as bien fermé? Tu as mis l'alarme, les infrarouges, les cadenas? Hein? Tu as mis les barres de fer aux persiennes? Mais bon, donne-moi les clés. Ah, qu'est-ce qu'on est bien! Qu'est-ce qu'on est bien! Ah, on est très très bien. Ah, allume la télé, je veux voir ce qu'il dit le président Le Pen ce soir. C'est grisant la dépense physique. J'ai besoin de ça. Je pourrais jouer beaucoup plus à l'économie, hein, mais j'y arrive pas. Je vais avoir un petit bébé, Paul de Croix. On a toujours l'impression que je suis au bord du suicide et que mon spectacle est très triste. Mais en fait, il est drôle, quoi. Ça a été une merveille, la grossesse. C'est vrai, on a pris 40 kilos. Elle dit, c'est moi 30. Je suis content. Je suis content. Je suis content. Il ne faut pas rater le nouveau Boujna, car s'il n'a rien perdu de son humour et de son art de l'impro, il s'est enrichi d'une qualité de moins en moins partagée, la tendresse. Et pour terminer, les pronostics de Daniel Leclerc pour le tiercé qui se court demain à Vincennes. Il vous conseille le 4, le 6, le 7, le 5, le 11, le 14, le 18 et le 10. Vous le voyez, le 4 est son joker. Et Daniel Leclerc dit Courtine avait donné les bons numéros hier, il me l'a affirmé, c'est vrai. Ce 19-20 est terminé, Marc Hauteman vous donnera d'autres informations à 22h10. Dans quelques secondes, la météo complète de Florence Klein. Bonne soirée sur la 3, demain 19h, bonsoir. Bonsoir.